Nejat Mizouni, qui est professeur de droit public à l'université Paris 8. Elle est d'origine tunisienne et ancienne secrétaire générale adjointe de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT. Elle a même fondé une commission de la femme ouvrière au sein de la centrale syndicale. Je vois qu'elle hoche la tête, donc elle est, à mon avis, fière. Et il y a de quoi. Il y a de quoi. Et elle a été par ailleurs candidate en France à la tête de la liste Tous ensemble pour la Tunisie. Ça rigole pas. Donc elle veut rassembler tout le monde. Voilà. Lors des élections de l'Assemblée nationale constituante du 23 octobre. Et là, elle va se pencher sur les questions plutôt juridiques. Quel cadre juridique pour une instance de représentation voilà, donc je vous cède sans plus tarder la parole. Vous avez une vingtaine de minutes. Je vais essayer. Merci pour un peu nous éclairer sur cette question-là. Merci, Monsieur Nachi, de m'avoir invité. Merci pour ce travail que vous faites. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas faire un travail juridique, justement, parce que mon approche. Alors on va s'arrêter là, le contrat est rompu. Mon approche de la question On laisse tomber. tunisienne est une approche militante, pour être clair. C'est en tant que citoyenne que je travaille sur la Tunisie plus qu'en tant que chercheur, d'autant que le droit tunisien, je m'en suis assez éloignée depuis des dizaines d'années. Donc, en revanche, c'est dans cette réflexion à laquelle on m'a invité, portera sur la binationalité, sur la double appartenance, justement, cette double appartenance et cette double présence dont parlait mon collègue tout à l'heure, et qui pose un réel problème pour nous, parce que nous considérons que nous avons des droits et des devoirs. Pas seulement des droits, car la citoyenneté a deux pendants, elle est constituée de deux éléments que sont les droits et les devoirs. Or, jusqu'à présent, nous n'avons eu que des devoirs. Nous n'avons eu que des devoirs envers la patrie, y compris des devoirs de ne pas parler. Il y a eu même des textes qui nous interdisaient, par exemple, de nous exprimer sur la politique exercée en Tunisie, sur le pouvoir politique tunisien, et on pouvait même être poursuivi et sanctionné pénalement pour cette raison. Donc vous voyez, c'est à double tranchant. En même temps, on est des citoyens à part entière pour les droits. Nous devons apporter économiquement, rapporter des devises. Nous devons donner une bonne image de la Tunisie, en étant de bons citoyens envers le pays, et en même temps, nous ne devons avoir aucun droit. Entre autres, nous n'avions pas de droit puisque nous ne votions presque pas, le vote étant limité aux élections présidentielles. Et là, quand on nous dit qu'il y a eu une grande abstention dans les pays, pour les Tunisiens de l'étranger, cette abstention est liée aussi à ce que nous avons vécu plus de 20 ans. Depuis toujours. Depuis toujours. Sous Bourguiba ou sous Ben Ali, les Tunisiens ne votaient pas. Il y a un seul vote qu'on a obtenu, c'est le vote présidentiel, mais en même temps, on s'abstenait. On n'allait pas voter, puisque, personnellement, la première carte électorale que j'ai eue pour la Tunisie, c'est celle de 2011. Je n'ai jamais voté, j'ai 60 ans, je vais avoir 60 ans, je n'ai jamais voté. C'est la première fois de ma vie que je vote. Nous sommes tous, je suppose que c'est votre cas aussi, et nous n'avons pas voté. Et pourquoi? Parce que nous étions exclus de toute façon, et parce que nous opposions aussi à la dictature qui s'exerçait sur notre peuple, et donc on ne votait pas. Le premier acte citoyen que nous avons eu tout le temps, c'est justement de défendre des valeurs en Tunisie, de défendre les libertés,
de nous battre pour la démocratie en Tunisie, de soutenir les mouvements démocratiques et sociaux en Tunisie tels que le mouvement, j'étais moi encore en Tunisie, mais mes amis qui étaient avant moi en France avaient apporté le soutien et avaient eu un soutien très conséquent pour la grève générale du 26 janvier et ce qui s'en était suivi comme répression pour le mouvement syndical, comme ils l'ont fait pour tous les mouvements, toutes les victimes de la répression dans le domaine politique, pour tous les opposants tunisiens, y compris ceux qui aujourd'hui nous gouvernent, ont quand même eu droit au soutien. Donc le soutien et les combats qui ont été menés par les Tunisiens de l'étranger ont été menés sans distinction idéologique, je veux dire. On se soutenait, on se battait pour la libération de toute victime de la répression, quelle que soit son appartenance politique. Et aujourd'hui, en retour, on nous sort, on nous brandit la question de la binationalité. Et ce qui nous gêne, c'est que dans les débats actuels, nous sommes très inquiets. Et pourquoi nous sommes inquiets? Nous sommes inquiets parce qu'il y a une réelle disparité des droits entre les Tunisiens détenteurs d'une seule nationalité et ceux qu'on surnomme les binationaux. C'est-à-dire les Tunisiens ayant émigré depuis un certain nombre d'années, qui se sont installés dans les pays d'accueil et qui ont aussi fondé des familles et donc eu des enfants qui n'ont pas le lien que nous avons avec la Tunisie. J'expliquerai plus tard. La question de la binationalité se pose en général plus pour les enfants que pour les parents. Parce que les parents, souvent, n'ont pas sollicité la nationalité du pays d'accueil. En revanche, grâce au droit du sol, les enfants naissent, par exemple, français. Malgré toutes les restrictions apportées aux lois, à la loi de 1945, malgré toutes les restrictions, Stéphane, il reste quand même que le droit du sol existe malgré tout encore en France. Et donc les enfants naissent français, par exemple. Or, le problème donc, est posé pour ces enfants, qui, de la même manière, n'ont comme lien d'appartenance avec la Tunisie, souvent, pas tous, que les parents. Parce que quand ils partent en Tunisie, ils ne sont pas tunisiens, ils sont l'immigré qui est arrivé, ils ne connaissent rien du pays, ils sont livrés à la famille des parents. Parfois, ce sont des vacances pour eux, pour les parents, mais ce ne sont pas des vacances pour les enfants, souvent. Souvent, j'ai entendu des enfants dire non, ce n'était pas des vacances. Pour moi, oui, je suis partie au bled, mais ce ne sont pas des vacances. Moi, mes copains, les copains ont été en vacances. Lui, il a été au village et il n'a rien appris, il n'en a pas beaucoup profité. Certes, il n'a pas eu l'école, mais sans plus. Et en plus, il a eu les regards hostiles souvent, parce que l'émigré a un statut auprès de ses compatriotes de privilégié, entre guillemets. Vous voyez que la question est très complexe et très difficile à résoudre. Et là où le bas blesse, c'est que nous apprenons que, après avoir obtenu, après des batailles que nous avons menées, avoir obtenu le droit d'être représentés. C'est la première fois quand même que nous avons des élections législatives. C'est des élections qui ne sont pas des élections présidentielles et auxquelles nous pouvons participer et choisir nos représentants. C'est une étape qualitative. On ne peut pas la nier, c'est une étape qualitative, mais nous souhaitons non seulement qu'elle se renforce, mais qu'elle se clarifie. C'est-à-dire
que nos amis, ou nos élus, je ne sais pas comment les appeler, je suis un peu... Lorsqu'ils sont dans leur enceinte, qui est la constituante, qui est l'Assemblée constituante, ils sont en Tunisie, ils ont les pieds dans... Je ne parle pas des élus de l'immigration, je parle de nos élus, c'est-à-dire la représentation nationale constituante aujourd'hui. Eh bien, l'Assemblée constituante aujourd'hui nous semble bien loin de nos préoccupations. Elle est... les élus de l'Assemblée constituante ont pris des décisions qui restreignent les droits des Tunisiens binationaux. Mieux que cela, ils valident une citoyenneté à deux vitesses. Pourquoi je dis une citoyenneté à deux vitesses? Parce qu'il s'agit, pour certains, d'accéder à la fonction suprême, et pour d'autres, d'en être exclus. Qui sont ces autres? Et l'exclusion touche qui? L'exclusion touche ces enfants dont je vous parlais. Elle touche essentiellement les enfants et petits-enfants des couples installés dans le pays d'accueil depuis très longtemps, ou encore, donc, dont les enfants ont acquis la nationalité par le droit du sol, ou encore les couples mixtes. Et alors, elle touche particulièrement les couples mixtes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas candidater, on ne peut pas aspirer à la fonction suprême si on a eu par malchance une grand-mère française. Et là, c'est le début de la discrimination. On veut savoir où s'arrête la discrimination. Et ce sont nos élus, c'est-à-dire les élus d'une chambre qui n'a pas été désignée, d'une chambre qui a été élue, dont les membres ont été élus démocratiquement. C'est-à-dire qu'on les a choisis. La semaine, il y a 15 jours, j'étais à la fête de l'humanité. Là, je fais une petite progression. J'étais à la fête de l'humanité et il y avait un débat très fructueux et très intéressant au stand d'El Massar. Et puis, il y avait un camarade qui venait de... C'est Taïb, pour ne pas le nommer, Samir Taïb, qui nous dit, s'il vous plaît, la prochaine fois, on vous a donné, vous nous avez envoyé la circonscription France 1, vous nous avez envoyé 10 élus, on essayait de nous envoyer, on espérait, on comptait sur vous, la France, pour nous envoyer des élus, c'est-à-dire éclairés, plus ouverts, etc. Et voilà que vous... Alors la prochaine fois, essayez de nous envoyer. On lui a répondu que non, nous, la France 1 a envoyé quand même 2 élus, donc 50% quand même d'élus, c'est France 2 qui a envoyé plus de... Et donc on attend de nous, comme quand on attend toujours de nous, mais on ne nous donne pas, en revanche. On attend qu'on apporte, qu'on envoie des éléments intéressants, mais en même temps, on oublie nos revendications. On oublie nos revendications puisque la Tunisie exclut une partie des nôtres, une partie des Tunisiens de l'étranger qui sont nos enfants, nos petits-enfants. Et nous pensons le contraire. Nous pensons que la Tunisie doit donner les mêmes droits et devoirs à l'ensemble de ses enfants. Tous ces Tunisiens d'étrangers sont ses enfants et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et que le parent tunisien suffise à sa citoyenneté. Le parent des deux, je veux dire, puisque c'est les couples mixtes essentiellement qui sont en question. Donc on souhaiterait que cet obstacle soit levé. Que le parent soit de confession musulmane, ou pas d'ailleurs,
parce que la Tunisie compte aussi des Tunisiens non musulmans qui ont des droits et des devoirs comme tout et autant que tous leurs concitoyens et concitoyennes. Donc, c'est la question essentielle pour nous, c'est la question, il n'y a pas de citoyenneté si elle n'est pleine et entière. Il n'y a pas de citoyenneté à moitié. Déjà, les collègues ont posé la question de la double présence, nous sommes donc épiés de toutes parts. Nous sommes tout le temps, donc la question de la loyauté ne se pose pas uniquement du côté du pays d'accueil. Elle se pose aussi de l'autre. Vous voyez, ce n'est pas uniquement Marine Le Pen qui pose la question de la loyauté. Il y a des Marine Le Pen là-bas aussi qui posent la question de la loyauté. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne. Et qu'on prenne j'allais dire, à bras-le-corps cette question et que nous nous battions ensemble, ici, pour convaincre nos élus de lever cet obstacle. Pour aussi envoyer un message à nos enfants et à nos petits-enfants que leur pays leur est ouvert. Je ne sais pas comment traduire ça de Wahab, mais qu'ils le ressentent. Parce que beaucoup de jeunes ne le ressentent pas, se sentent plutôt rejetés que l'inverse. De gaieté de cœur. Pardon? De gaieté de cœur. De gaieté de cœur. Aïcha, merci. Je n'ai pas trouvé le mot. Merci beaucoup. Donc les jeunes souffrent énormément de ce hiatus qui existe entre eux et le pays d'origine de leurs parents. Je dis bien le pays d'origine de leurs parents, puisque c'est ainsi qu'on les considère. On pensait que les élus des Tunisiens à l'étranger avaient vocation à rapprocher et représenter les citoyens, en particulier dans le cadre du fonctionnement des institutions et de la rédaction de la Constitution. Ils devraient participer un peu plus à la mise en œuvre de l'égalité des droits entre les Tunisiens de France et de l'étranger. Or, ce que nous constatons, c'est que seuls, et je le dis sans gêne et sans aucune inquiétude, seuls les élus de gauche viennent rendre des comptes, font des comptes rendus de mandat. Aucun élu d'un NARDA ou du CPR n'a fait de compte rendu de mandat. Parce que justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ne se sentent plus, comment dirais-je, liés par un mandat entre eux et nous. Parce que justement, le mandat n'étant pas impératif, ils n'ont pas de compte à rendre. Alors qu'ils se sont engagés dans leur campagne à rendre des comptes. Les seuls qui le font, ce sont les élus d'El-Massar et l'élu qui était Takat, les élus Takat, franchement, en particulier Selim Ben Abdeslam qui est présent, qui vient, qui prend contact, qui convoque, qui invite et qui fait le travail, et on les interroge et on les met devant leurs responsabilités. Et ils nous donnent ce qui se passe et ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, y compris pas seulement sur ce qui nous intéresse, parce que tout le pays, notre pays nous intéresse et ce qui se passe dans le pays nous intéresse. Je ne crois pas que je n'ai pas besoin de vous en convaincre, nous sommes tous dans le même bateau, embarqués sur le... Donc, Nadia Charbel vient aussi souvent. Oui, je disais les élus de France 1, de gauche, c'est-à-dire Nadia et j'ai dit l'élu d'El-Massar, pardon, j'ai Nadia Charbel et Selim Ben Abdeslam. Nadia vient encore plus souvent que Selim, elle est même plus régulière, alors là, n'en parlons pas de la régularité et du sérieux, et franchement, moi, j'espère qu'on aura vraiment des élections, d'abord. J'en doute fort, j'espère. Et si on aura des élections, eh bien, elle aura tout notre soutien.
Alors je m'arrête et je reprendrai la parole après, il n'y a pas de problème. Ah, enfin, non, je reprendrai la parole dans l'intervention. Je peux prendre 5 minutes si vous voulez, mais... Non, mais moi je voulais rappeler quand même les positions des associations. Au moins je me sentirai à l'aise quand j'aurai transmis les positions des associations démocratiques de l'immigration tunisienne qui effectivement ont participé à la consultation nationale sur le 3e projet de constitution, mais qui ont émis des propositions riches et constructives qui traduisent leur attachement à la patrie et souhaitent quand même être considérés comme des citoyens à part entière, c'est-à-dire des citoyens jouissant des mêmes droits et devoirs. Or, la surprise a été de constater que l'ANC a refusé la constitutionnalisation du Haut Conseil des Tunisiens à l'étranger, qu'elle ne consacre aucun article ni alinéa pour confirmer que les Tunisiens à l'étranger représentent une partie intégrante du peuple tunisien, il n'y a pas une ligne sur les Tunisiens de l'étranger, pour affirmer leur appartenance à la patrie et affirmer la pleine et entière citoyenneté de ceux-là, avec, bien sûr, pour ne pas me répéter, les mêmes devoirs et les mêmes droits que leurs compatriotes qui résident sur le territoire tunisien. Elle ne mentionne ni leur appartenance, ni leur droit de vote et d'éligibilité. La constituante n'évoque pas explicitement le droit de vote et d'éligibilité des Tunisiennes et Tunisiens à toutes les élections nationales sans restriction, et ce, quel que soit leur lieu de naissance, ou leur conviction spirituelle ou philosophique. Comme elle n'inclut pas dans sa lettre le droit des immigrés et des Tunisiens résidant à l'étranger, ainsi que leur association d'être représentés dans une haute instance consultative. Ces manquements constituent, comme je le disais tout à l'heure, une réelle discrimination à l'égard des Tunisiens de l'étranger. Je vous remercie.